Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, nous allons évoquer un vieux film de John Ford sorti il y a 90 ans, 1936. Donc j'en ai fait probablement une dizaine sur la chaîne de ce grand réalisateur, mais je crois que c'est le plus ancien que j'évoque ici, même si j'en ai vu deux encore antérieurs, Judge Priest et Trois Sublimes Canailles. Pas fait de vidéo dessus, même si pour ce dernier nommé, je pense que j'en parlerai pour ses 100 ans. Aujourd'hui il va être question donc de Je n'ai pas tué Lincoln, un titre français un petit peu médiocre, pour plein de raisons. En version originale, The Prisoner of Shark Island, plus mystérieux, puisque ça n'évoque pas Lincoln directement. Il en est question évidemment dans ce film. C'est l'un des héros américains chers à John Ford. On va dire, il fera son origin story, si vous voulez, dans Vers sa destinée, Young Mr. Lincoln. Non, j'ai déjà parlé sur la chaîne, là, il y a plusieurs mois maintenant. Et au casting, pour jouer le personnage principal, un docteur qui a historiquement existé, nous avons Warner Baxter et Gloria Stewart pour son épouse. Dans des rôles secondaires, Francis McDormand qui joue John Wilkes Booth, donc c'est celui qui a tué Abraham Lincoln. Ce dernier étant interprété par quelqu'un qui imitait beaucoup et qui a beaucoup joué Lincoln au cinéma, même au théâtre, un certain Frank McGlynn Sr. Et on va quand même, évidemment, mettre en avant les présences d'acteurs qui reviendront dans la carrière de John Ford. Je crois que c'est la première apparition dans son cinéma de John Carradine à la fin. Voilà. Il y a aussi Harry Carey, senior là, Francis Ford, c'est de la famille. Bref, tout le monde est là. Et il y a aussi le personnage de Buck, qui est un acteur afro-américain, jouant en afro-américain, ce qui n'était pas évident à l'époque. Et malheureusement, beaucoup de blackface. On va citer son nom, c'est Ernest Whitman. Du coup, l'histoire parle de l'histoire. Rappelez-vous, si vous avez étudié cela, évidemment, en 1865, on ne va pas aller dans les détails des jours précis, celui qui est considéré comme le plus grand président de l'histoire des États-Unis est assassiné. Mais quelques jours avant, on le voit au début faire un speech suite à la victoire du Nord contre le Sud. Et c'est là où on le voit, c'est le seul moment. D'ailleurs, c'est là-dessus que John Ford déploie, on va dire, son hommage historique, où il propose, voilà, non pas de faire ici un grand blabla et tout, mais qu'on joue une chanson qui avait été composée par un nordiste et qui avait récupéré par les sudistes, à savoir Dixie. La vindicte populaire en forme, voilà, très heureuse, qui commence à cramer des trucs en feu de joie. Ça, c'est important, le peuple. De Mob Rule, à un moment qui est cité par un des personnages, parce que ça va revenir ensuite, mais autrement. On le voit donc, cette introduction, Lincoln vivant, vainqueur, Lincoln assassiné quelques jours après, au théâtre, Ford, ça ne s'invente pas, par ce monsieur, dont on voit la reconstitution. Je ne sais pas quels autres films ont montré la mort directement et frontalement de Lincoln, mais il fallait quand même oser à l'époque. Et voilà, après l'image se fige sur le visage serein mais décédé du président. Et ensuite, on passe ailleurs. On va suivre donc le tueur qui fuit, qui s'est blessé à la jambe en sautant de la loge là sur la scène, qui a crié un slogan de la Virginie, qui est une sorte aussi de mort aux tyrans, enfin quelque chose comme ça, là, qui vient plutôt de l'époque romaine. Et Booth va être soigné. Par un docteur, enfin il va à 5h du matin sonner chez un docteur qui va lui constater qu'il a la jambe cassée, mais bon, il est pressé, il donne un billet de $50 et le docteur est super content. Jour de chance qu'il dit, sauf qu'en fait, pas du tout. Ce Samuel Mudd là, ça va être plutôt la descente aux enfers derrière pour lui, et son épouse, son beau-père et sa fille qui vivent là, et va se faire arrêter par les soldats yankees, pas très bien accueillis par un beau-père très sudiste. On voit un peu ici encore la désunion qui persiste dans cette Amérique suite à la guerre civile à peine terminée. Et bien sûr aussi on va voir les réminiscences de l'esclavage sur plusieurs détails. J'irai plus loin après. Long synopsis quand même. Donc Booth s'en va, on apprend hors champ qu'il sera tué. Et du coup, il n'a pas pu innocenter des gens qui sont jugés potentiellement coupables. Et il va y avoir un simulacre de procès poussé par la folie populaire qui, dans l'urgence, dans la panique, demande des comptes. Forcément, Lincoln vient d'être tué, c'est difficile. Questionnement sur ceci, j'y reviendrai, la justice. L'autre réalisateur
ont un peu mis cela en avant après dans certains de leurs films. Et on retrouve donc notre cher Samuel Mudd, non pas pendu, mais pire que la mort, hein, condamné à une mort lente, slow death, sur une île, où, enfin une sorte c'est l'ancêtre d'Alcatraz si vous voulez, près de la Floride. Une île qui n'existe pas dans la véracité historique, mais il y a quand même quelque chose par là-bas. Shark Island, parce que ça c'est pour un peu la narration, hein, et le côté cinéma. Une île où il y a des douves avec des requins autour, donc on ne peut pas s'en échapper. Ou pas, parce qu'il va tenter Mudd de s'échapper, grâce à son épouse, son beau-père, mais aussi, alors son ancien esclave, Buck, qui est là et qui aime beaucoup son ancien maître, même si son maître le respecte beaucoup. Bon, on est encore un petit peu dans des relents, hein, mais il a été sudiste et esclavagiste, Samuel Mudd. Après, il s'est un peu émancipé de cela, il est plus ou moins présenté dans le film comme ayant accepté la victoire du Nord, ce qui n'est pas le cas du beau-père. Sauf que, attention, il ne faut pas voir dans ce film un biopic très fidèle à la réalité. Le personnage de Samuel Mudd, certes, a été gracié, alors ça c'est ce qui va se passer dans le film, hein, je ferai une mini-zone spoiler pour les détails, mais il n'a jamais vraiment été réhabilité. Quand même dans certains états, parce qu'il est originaire du Maryland, et je crois que si, dans le Maryland, il y a un sénateur, d'ailleurs on voit une déclaration au début, qui a quand même réhabilité l'homme, mais sur le plan national, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Est-ce que Samuel Mudd, là, présenté ainsi, a soigné sans savoir qui était Booth, donc voilà, ou aurait-il une forme de complicité? Ça, on ne le saura jamais, vraiment, et le film décide de l'innocenter. John Ford, bon, c'est un parti pris ainsi, mais bon, il ne doit pas que ceci qu'à lui-même. Il y a au scénario un certain Nunnally Johnson, qu'il retrouvera par la suite plusieurs fois, notamment dans Les Raisins de la colère. C'est le début d'une grande collaboration, y compris avec le producteur Dario Zanuck. On a ici la lancée d'une carrière de John Ford autrement. C'est un film important et charnière dans sa carrière, mine de rien, même si on n'en parle jamais. Et pourtant, il est très beau. Très très beau film. Mais voilà, il faut voir le souffle épique derrière et comment John Ford décide, certes d'enjoliver peut-être certaines choses pour en faire une sorte de film historique un peu quasi mini-fresque. Côté aventure à la fin, voilà, sur cette prison. Mais il y a quelque chose d'ultra fordien là-dessus qui... Enfin, en fait, il essaye d'idéaliser son Amérique. Et ça, c'est toujours un peu le cas dans son cinéma. Malgré les adversités, malgré les complexités et tout, il y a un moment où il tente d'unir les hommes. Vous savez, la communauté fordienne. On le verra plus tard, hein, 3 ans après, hein, Stagecoach, où il y a des gens très différents, mais qui vont devoir s'unir face à une adversité, etc., etc. Il y a aussi l'exil du héros qui nous est présenté quelque part, hein, cette idée-là, la prisonnière du désert, et j'en passe. Il y a tout fort de là, présentement, ici, dans ce film. Et cette idée, donc, de quand même y croire à une Amérique qui pourrait être une seule. Et il prend donc un sujet passionnant ici, la fin de la guerre, donc l'Union gagne, et normalement on rêve à cet instant que le Sud et le Nord pourraient être comme un seul grand pays, mais ça a toujours été plus compliqué, hein, vraiment, hein, dans les arcanes même donc, de la population et tout, toujours une défiance du Sud envers le Nord, hein, c'est pas parce que tout s'est arrêté que tout s'est réglé. Et du coup tu le sens là, quelqu'un voilà, du Sud qui va peut-être prôner une forme d'unicité, oui, mais qui va aussi subir les colères du peuple. Et ce questionnement que le gouvernement et le peuple, parfois, se laissent un peu précipiter par les événements. Mais en même temps, la mort de Lincoln n'a pas aidé, forcément. C'est très très compliqué. Surtout après la guerre, où on rêvait de... Voilà, c'était la fête, c'était la joie pendant quelques jours, et d'un seul coup, c'est le retour de bâton ultime. Donc ça amplifie les colères. Et John Ford, ici, place les humains là. Alors certes, du coup, en rendant presque héroïque le personnage du docteur, qui l'a été d'une certaine manière, et historiquement c'est vrai. Et derrière, on le voit, comment d'ailleurs, il se mue presque en héros, il va faire presque... on le voit déjà dans son procès, avec son speech, son plaidoyer, qui renverra indirectement à un plaidoyer du jeune avocat Lincoln dans Young Mr. Lincoln, dans ce film sorti 3 ans après, si je ne me trompe pas aussi. Beaucoup de bons films de Ford en 1939. Il y a ça, c'est passionnant. Passionnant ça. Et cette idée que le discours que Lincoln n'a pas pu faire au début, après il va essayer de le faire à sa manière dans d'autres contextes, évidemment, mode, notamment pour unir les gens, y compris les noirs et les blancs. Hein, c'est important. Le sud et le nord, si vous voulez, les noirs et les blancs. C'est pour ça qu'il y a un gros focus sur cet ancien esclave, qui a une famille nombreuse, sa Buck, et qui va aider aussi. C'est très, très, très étrange, parce qu'on le découvre à un moment, Buck, alors qu'il est... Il y a quelqu'un qui fait une sorte de speech politique,
c'est marrant parce que ça renvoie aussi à une scène, je me souviens dans Young Mr. Lincoln, speech politique d'un gars qui dit « Ah, vous allez avoir le droit de vote et tout », mais qui s'avère quand même très hypocrite dans une forme de racisme sous-jacent juste derrière. Hein. C'est très bizarre, il y a aussi l'hypocrisie là, qui est soulignée. Et derrière, bon, il se passe ce qui se passe. Il y a le côté, voilà, il y a le souffle, et dans les deux sens du terme, épique, héroïque, jusqu'à la fin. Il y a aussi cette femme courage, donc l'épouse Peggy, qui n'a pas existé tant que telle dans la vie. Là aussi, il y a une réécriture. Il avait plusieurs enfants, en fait, Mudd. Là, il n'y a qu'une fille. Donc il y a tout un truc, il n'y avait pas le beau-père. Là, il y a le beau-père. Bon, évidemment, on réécrit des choses. C'est important. Hein, c'est comme ça que Ford aussi fait du cinéma. Il prend l'histoire, mais après, il la réécrit. Tiens, c'est marrant, parce que là, il imprime le mythe, la légende. C'est pas la vérité historique. Bon, je vous renvoie à Liberty Valance. Mais voilà, c'est intéressant parce que ça a pu faire polémique comme film à l'époque. Je ne sais pas si tout le monde l'a bien apprécié. Parce que pour beaucoup, c'était quand même quelqu'un qui était potentiellement coupable. Malgré tout. Enfin, complice. Et alors, spoiler. J'ai besoin de spoiler, j'aurais pu en parler avant, mais la scène du procès est passionnante aussi sur le fait qu'il y a ce questionnement de la vindicte populaire et la cour martiale qui est obligée de rendre vraiment, on va dire, ces instances et ces décisions très rapidement, sans prendre son temps, et sans laisser place au fameux doute raisonnable. Et quand j'ai entendu ça dans le film, j'étais là en mode, ah bah oui, forcément, alors ça c'est une idée très américaine dans la justice, pas de doute raisonnable possible ici, c'est voilà, c'est le peuple qui doit là avoir ses comptes, et ça renvoie évidemment à ce qui sera fait dans certains films de procès plus tard, bien sûr, 12 hommes en colère, hein, de Sidney Lumet. Mais aussi, beaucoup plus récemment, parce que Eastwood, c'est toujours référencé à Ford, mais j'ai pensé à son juré numéro 2, où il y avait cette histoire de doute raisonnable, alors certes, très inspiré de 12 hommes en colère, mais pourquoi pas aussi de ce film-là, je ne sais pas. Et donc, arrivé à la prison, après, c'est un peu compliqué. Mudd, évidemment, est considéré comme le traître ultime, le sudiste complice, etc., qui aurait tué directement hein, Lincoln. Il y a ce sergent local, là, joué par Carradine, qui est quand même très méchant, mais bon, voilà, on voit bien la gueule, d'ailleurs, ça colle très bien. Et il va quand même donc subir, il va tenter de s'échapper, alors c'est un peu rocambolesque, un peu film d'aventure, avec la verticalité de la paroi, c'est très bien géré, avec l'architecture très sombre de la prison, il va être rattrapé, il va être remis dans les geôles les plus souterraines avec son ancien esclave qui était là, alors là aussi, vous voyez, c'est les raccourcis d'une écriture de cinéma, mais on aime quand même, on s'en fiche du scénario, qu'est-ce qu'il fiche là, comment il a pu se rapprocher, bon, allez, on va dire que la famille de Mudd a eu vraiment le bras long pour mettre en place ses plans. Mais bon, arrive au bout la fièvre jaune à cause des moustiques. Il n'y a pas que les requins qui posent problème dans l'île, en fait, ils poseront moins de problèmes que les moustiques. Donc tout le monde est malade et Mudd va être appelé, il va soigner tout le monde, et ça c'est vrai. Il a aidé à soigner les gardiens, d'autres prisonniers probablement et tout, dans une union de communauté intérieure où finalement les rancœurs ont été laissés de côté, et il va être gracié par le président, et il va être libéré, et ça c'est beau. Avec une happy end d'ailleurs sur le personnage de Buck qui retrouve sa large famille avec sa femme. J'ai beaucoup souri, parce que c'est pas anodin que Ford termine sur ce personnage quand même son film. Hein. Il veut vraiment une union là, il rêve d'une Amérique unie, et il y a dans toutes les communautés possibles, en dehors de tout ressenti, tout racisme, mais aussi du coup, évidemment on oublie un peu qu'il y a eu l'esclavage avant, ils ont l'air tous très heureux, c'est pas évident non plus. C'est un peu, vous savez, c'est le double tranchant, mais bon, une sorte d'idéalisme là, soudain. Mais bon, on est en 36 quand même, hein, encore la ségrégation largement, encore pendant presque plus de 30 ans même, dans le sud, donc c'est important ça. C'est passionnant tout ça, mais bon, voilà. Ces références un peu à vindicte populaire, l'innocence de quelqu'un qui a peut-être été jugé trop vite, et c'est ça que Ford voulait faire. Est-ce qu'il voulait vraiment réhabiliter l'homme? Probablement, peut-être, ou le scénariste, ou le producteur, comme vous voulez, mais lui, il voulait montrer qu'attention, attention, ne portez pas des jugements hâtifs, parce qu'au final, derrière, il y a l'humain, et la possibilité des communautés d'agir ensemble, et de s'unir face à quelque chose qui les dépasse. Et ça, c'est vraiment un geste purement fordien, et je ferme la zone spoiler dessus. C'est très bien finalement, hein, Prisoner of Shark Island. C'est intéressant parce que pendant un petit moment j'étais là à me dire ouais bon, les petits problèmes, c'est pas des problèmes mais des panneaux qui font des ellipses et tout, qui surexpliquent 2-3 trucs. On a même la carte de l'île où il va être emprisonné. Bon, c'est bien, c'est un peu éducatif et pédagogique. Il a fait du documentaire, il a fait de l'historique aussi Ford, peut-être plus après qu'avant bizarrement, mais bon un peu aussi.
dans cette idée qu'il voulait montrer un peu, ça. C'est vraiment à cheval entre le film purement historique et un peu d'effets, on va dire, sublimés pour la fiction. Et pour, on va dire, oui, je parlais du souffle épique, bon, j'en ai pas reparlé dans la zone spoiler, mais à la fin, il y a quand même quelque chose qui est pas loin du souffle divin dans ce qui se passe, dans l'héroïsme. Vraiment, même dans le bruitage, j'ai envie de dire. Mais bon, en tout cas, c'est un film qui mérite d'être vu, qui n'est pas très souvent, voire plutôt très rarement évoqué dans la filmographie, mais ultra riche de John Ford, qui même dans des films donc moins célèbres, parvient à marquer quelque chose quand même. C'est ça qui fait que c'est un ultime cinéaste, parce que beaucoup de gens le connaissent pour ses films les plus connus, bien sûr, mais même si on creuse derrière, il est tout aussi passionnant, et c'est très riche, et puis on voit la grande cohérence de l'installation de ses obsessions cinématographiques, y compris aussi dans les mises en scène habituelles qu'on peut avoir, quand on va centrer sur les discussions des gens, ou autres, sur les moments d'action, il y a toujours quelque chose de fordien là-dedans, qui est difficile à exprimer avec des mots, mais c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez si vous l'avez vu. Bien sûr, c'est important de mettre en avant des films comme ça, évidemment, qui vont pas trop être... Oui, je sais que je vais pas avoir beaucoup de vues et de commentaires, j'en suis conscient, et je m'en fiche. Vous le savez, sur ma chaîne, j'évoque tous les cinémas, même les moins connus, ou les trucs même super célèbres, peu importe. Je vous laisse le choix ensuite de pouvoir partager vos émotions et continuer la transmission en dessous, là, avec vos petits doigts sur vos petits claviers ou sur vos téléphones. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.